Parfait. Ah, super. Bon, voilà, donc on attend 1 minute et on commence le cours. Bon courage. Merci. Voilà, je pense que Elsa, tu peux Allez, commencer. Bon courage à tous. merci. Bon, alors bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. On va commencer par... on va faire un cours d'RMN, donc l'analyse spectrale de RMN. Donc, je ne sais pas si vous avez déjà eu un cours sur la RMN ou pas. Donc, on va essayer de dégrossir un peu tout ça parce que c'est pas évident comme cours en fait. Alors, on commence avec les principes de la RMN. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre. Donc, on commence avec les principes de la RMN. Il y a le micro, comme ça je vous mets tous. Vous avez besoin de me poser des questions, vous verrez. Donc, alors, le principe de la RMN, c'est l'étude, donc c'est-à-dire on va qui sont intéressants parce qu'elles sont très importantes dans les molécules organiques. Et donc, on va pouvoir mettre un champ magnétique leur RMN, puisqu'on va les permettre de mesurer leur champ. Donc, alors, c'est comme sur l'image, on a les protons qui sont en bleu. Tous dans un même sens. Donc là, c'est vers le haut, c'est dans le même sens, dans la même direction que le champ magnétique. Alors, hop. Donc le principe, c'est que en fait, un proton, il possède deux niveaux d'énergie, un niveau d'état stable qui est E1. Donc, il se trouve un état stable et on va lui envoyer de l'énergie, un rayonnement électromagnétique pour permettre d'arriver à son niveau d'énergie E2. Et donc là, il sera excité. Cette énergie qu'on va lui envoyer, elle n'est pas anodine, et elle est elle a une certaine fréquence. Et en fait, c'est la différence du niveau d'énergie E2 moins E1. Et en fait, c'est exactement ce niveau d'énergie pour permettre que l'atome passe d'un niveau stable à un niveau excité. Et en fait, cette absorption d'énergie, puisque l'atome va absorber l'énergie pour aller sur le niveau au-dessus, correspond à un phénomène appelé résonance. Donc, alors, ce phénomène, il est bien beau, mais il peut être perturbé parce qu'un proton, c'est H+, donc H+, avec un électron E-. Donc, en fait, lorsqu'il y a des donc, magnétique perçue par le fréquence d'électrons dans son environnement. Plus il y a d'électrons et plus la fréquence elle est modifiée. Et donc, en fait, en RM. Pardon, le son est pas très bon, je sais pas si c'est que moi, mais ça grésille un peu, on t'entend pas très bien. Et là, vous m'entendez ou pas?
Bah, là, oui, mais il y a des moments quand tu parles, on n'entend pas. Ça grésille beaucoup, en fait. Je sais pas pourquoi. Ah, attendez, je vais essayer de faire au mieux. Est-ce que si je le tiens comme ça, le truc, ça marche mieux? Là, pour l'instant, ça va. Donc, ça va. Bon, Merci. si ça... Voilà. Alors, donc on est au spectre RMN. Donc en RMN, juste... Attendez. Ok. Ah oui, on entend vraiment mal. Bon, vous me dites. Le spectre RMN. Donc, en RMN, on a des spectres en fonction des atomes que l'on a. Donc, en fait, il y a une règle de base, c'est que il y a, euh, la fréquence de résonance de référence qui est basée sur le tétraméthylsilane, qui est cette molécule avec une molécule de silane et 4 atomes de carbone avec ses protons. Donc, en fait, euh, c'est une droite qui va de la droite à la gauche. Donc là, c'est inversé. C'est en partie par million, c'est le ppm, que l'on appelle, qui correspond au déplacement chimique. Et en fait, il comprend des pics ou des séries de pics appelés les signaux. Donc ça, c'est un signal. Et donc, ça forme des signaux. Donc là, c'en est un. Donc là, on peut voir qu'il y a 3 pics, mais là, c'en est un aussi, même ça, un pic. Ces signaux sont placés sur un axe horizontal indiquant une grandeur, c'est ce que je vous ai dit, appelé le déplacement chimique, qui est en partie par million, tout le temps. Le déplacement chimique reflète le décalage entre la fréquence de résonance du proton de la molécule étudiée. Donc là, ça commence ici. Tout ça, c'est la molécule que l'on a étudiée. Bon, là, elle n'est pas représentée, mais ça correspond à une molécule, ça. Et ça correspond à une fréquence de résonance prise pour référence, qui est le tétraméthylsilane. Donc, le déplacement chimique, il reflète tout le temps le décalage entre les protons, entre le déplacement, entre la fréquence de résonance des protons de la molécule étudiée et la fréquence de résonance prise par référence. Donc, on va voir comment on analyse ce spectre. Donc, la notion de proton équivalent. Donc, pour réaliser ces spectres, en fait, on va utiliser la notion de proton équivalent. Donc, la notion de proton équivalent, c'est lorsque l'environnement chimique est le même. L'environnement chimique d'un proton est le même. Donc, en particulier, on va parler des protons qui sont équivalents lorsqu'ils sont portés par un atome ne comportant que des liaisons simples. Donc là, on va parler de protons équivalents. Et s'ils sont portés par 2 atomes identiques ayant le même environnement. De tels atomes sont alors symétriques l'un par rapport à l'autre, par exemple avec un plan, un axe de symétrie. Donc, on va faire des exemples. Qu'est-ce qui se passe? Vous arrivez à suivre ou pas? Oui, oui, là, le son, il est meilleur. Ok, super. Donc, on va faire des exemples. Pour la molécule d'éthanol, on a CH3, CH2OH. Donc là, on regarde les protons. CH3, on voit qu'au niveau du CH3, il y a 3 protons équivalents, puisqu'ils sont portés par le carbone et il y a une liaison simple à chaque fois entre le carbone et le proton. Ensuite, là, il y a 2 protons équivalents, puisque c'est pareil en fait, parce qu'il y a le carbone qui est porté, qui a des liaisons simples avec l'atome d'hydrogène 2 fois. Donc là, il y a 3 protons équivalents au niveau de cet atome et 2 protons équivalents. Pour la molécule d'éthane, 1, 2 diol. Donc là, on remarque qu'elle est symétrique. On a comme un axe de symétrie au milieu ici. Donc là, on a les 2 groupes CH2 qui ont des protons équivalents avec 2 protons équivalents, donc 2 protons équivalents chacun. Et on a les 2 groupes d'hydroxyle, OH, qui ont un proton équivalent chacun. Donc là, O qui est lié au H et O qui est lié au H. Donc ensuite, le déplacement chimique des protons équivalents. Donc en fait, le déplacement chimique, c'est les déplacements chimiques des protons équivalents pour justement former ce spectre RMN. Donc on va étudier leur déplacement chimique. Donc les protons
perçoivent le même champ magnétique. Donc, tous les protons des atomes, lorsqu'ils vont être mis dans un champ magnétique, vont tous percevoir ce même champ magnétique. Les protons équivalents ont le même déplacement chimique et forment un seul et même signal sur le spectre RMN. Donc, pour cette molécule, ceux-là, ils vont former un seul et même signal. On a dit qu'un signal pouvait avoir un ou plusieurs pics. On va voir comment on va faire ce spectre. Donc, ceux-là, ils possèdent un seul et même signal et un seul et même déplacement chimique. Et celui-là également, puisque là, il y a deux points équivalents. Et là, c'est pareil. Ce signal est proportionnel au nombre de protons équivalents présents. Donc, le signal, il va être proportionnel au nombre de protons. Donc là, il y en a 3, donc il va être proportionnel. On va vous expliquer comment après. Et là, il y en a 2, pareil. Donc, déterminer le nombre de protons équivalents. Sur le spectre M, donc c'est toujours pareil, en partie par million et avec le TMS de référence. Donc, sur le spectre RMN, la courbe d'intégration comporte des paliers à chaque signal. Donc, chaque signal, tac. La hauteur du signal, elle est proportionnelle au nombre de protons. Donc, ça, c'est important. La hauteur du signal est proportionnelle au nombre de protons. La signification du déplacement chimique. Donc, en fait, on a les noyaux déblindés. Et les noyaux blindés, on va voir ce que ça représente. On a une fréquence, lorsqu'ils sont blindés, la fréquence, elle est basse. Et lorsque les noyaux sont déblindés, c'est élevé. Donc, le déplacement chimique, plus le déplacement chimique est faible, c'est-à-dire que plus il est vers V1, puisque plus on augmente, plus il sera grand. Plus il est vers V1, plus l'environnement du proton est chargé d'électrons qui font écran, et plus il est blindé. Donc, c'est-à-dire que plus il est blindé, c'est comme s'il avait une barrière autour de lui, et moins il va recevoir l'énergie du champ magnétique, donc son déplacement chimique il sera plus faible. Inversement, plus un signal a un grand déplacement chimique, donc moins il y a d'électrons qui font écran, et plus il va recevoir l'énergie du champ magnétique, donc plus il va se déplacer, il va avoir un grand déplacement chimique. On appelle ça les noyaux déblindés. Donc quand ils sont blindés, ils ont une fréquence basse parce que comme ils sont blindés, ils reçoivent pas beaucoup l'énergie du champ magnétique. Donc la fréquence elle est basse, tandis que lorsqu'ils sont déblindés, ils n'ont plus cette barrière autour d'eux, donc ils peuvent percevoir énormément l'énergie du champ magnétique et donc ils vont être déblindés et donc la fréquence est élevée. Donc ça, c'était pour la signification du du déplacement chimique. Comment on savait à quelle fréquence ils sont blindés ou déblindés. Donc lorsqu'ils sont blindés, fréquence elle est basse. Lorsqu'ils sont déblindés, fréquence élevée. Et pour les atomes électronégatifs, ils seront déblindés. Ils entraînent une augmentation du déplacement chimique. Donc les signaux à pic multiples. Donc là, on a cette molécule CH3, CH2OH, donc c'est la molécule d'éthanol. Donc je vais vous faire l'analyse spectrale. Donc je vais vous lire, après je vais vous faire l'analyse spectrale et on va voir si vous avez bien compris. Donc des atomes non équivalents portés par des carbones différents sont susceptibles d'interagir entre eux. Donc le CH3, on a dit 3 protons équivalents. CH2, 2 protons équivalents et le O, 1 proton. Donc CH3, donc 3 protons équivalents, mais il va interagir avec le CH2. En fait, les atomes de carbone, ils vont interagir entre eux quand ils n'ont pas de protons, quand les deux n'ont pas le même nombre de protons équivalents. Donc, des protons non équivalents apportés par des atomes de carbone différents sont susceptibles d'interagir entre eux. Ceci modifie également leur fréquence de résonance. Il en résulte un signal comportant plusieurs pics. Donc, c'est très important. Si un proton est porté par un atome de carbone, dont le ou les atomes de carbone voisins portent au total un nombre de carbone N de protons, alors le signal obtenu comporte N plus 1 pic. Donc on va le voir de suite. Donc là, on a le tétraméthylsilène.
là, on a le CH3. On commence par le CH3. Le CH3, il possède 3 protons équivalents. Sauf que il est à côté d'un atome de carbone qui porte 2 protons équivalents. Et là, on vient de dire que si un proton est porté par un atome de carbone, donc le CH3 par exemple, dont le ou les atomes de carbone voisins, donc le CH2, porte au total un nombre N, donc là c'est 2, de protons, alors le signal obtenu comporte 2 plus 1 pic, donc 3 pics. Donc le CH3 possède 3 protons équivalents, mais sur le spectre de RMN de l'éthanol, en fait, il va avoir un triplet. Un triplet, pourquoi? Parce qu'il va interagir avec le CH2 qui possède 2 protons équivalents et on a dit que c'était N plus 1 pic pour connaître son signal. Donc, c'est 2 plus 1. Donc, ça forme un triplet. On va faire pareil pour le CH2. Donc, il a 2 protons équivalents. OK, 2 protons équivalents. Mais on a dit qu'il interagissait avec l'atome de carbone, CH3, qui possède 3 protons équivalents. Et donc, pour trouver son signal RMN, on a dit qu'on faisait 3 plus 1 pic, donc ça nous fait 4. Donc là, on va avoir un quadruplet pour le CH2. Et le singulier, par contre, pour le H du OH, parce que c'est un O, et nous, on parle que des atomes de carbone. Ça concerne que les atomes de carbone, cette règle. N plus 1 pic. Donc là, c'est un singulier qui est très électronégatif, donc du coup, il a un déplacement chimique qui est grand. Voilà, j'espère que ça a été clair. On va le revoir tout à l'heure. Alors, une molécule à l'aide d'un spectre. Donc ensuite, après, ils vont vous donner des spectres comme ça. Et il va falloir trouver la structure de la molécule. Donc, en formule brute de la molécule, la RMN permet de déterminer la structure à partir des éléments suivants. Donc, la valeur des déplacements chimiques des différents signaux permet d'identifier certaines liaisons et groupements chimiques. Des fourchettes de déplacements chimiques sont connues suivant le type de groupement ou de liaison. En fait, il y a des tables. Et sur ces tables, on peut savoir à quel atome ça correspond en fonction du déplacement chimique. Donc, en fonction du déplacement chimique, on peut savoir à quel atome ça correspond. Il y a des tables avec des valeurs, en fait. Voilà. La courbe d'intégration permet de déterminer le nombre de protons équivalents entre eux et les proportions entre les différents types de protons. Et la multiplicité des pics permet de connaître le nombre de protons portés par les carbones voisins. Donc, là, on a un triplet. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'atome voisin, il a N-1 protons. Donc, triplet, on a 3. N-1, 3 moins 1, ça fait 2. Donc, 2 protons. Et la quadruplée, 4 moins 1, ça fait 3. Donc, ça veut dire que l'atome de carbone, à côté, il a CH3, donc 3 protons. Et, donc, ça, c'est pour le super émetteur de radiofréquence. Donc, c'est tout le temps la radiofréquence. Hein. Et un émetteur de radiofréquence, une détection, c'est le récepteur, et l'affichage au niveau de l'enregistrement avec des aimants et un échantillon et une variation de la valeur, hein, une variation du champ. Hop. Donc, quelques notions de RMN en PACES. Donc, ça, c'est la définition de PACES. Il faut la connaître par cœur, ça tombe tout le temps en QCM. Donc, on va la décortiquer un peu. La RMN, donc la résonance magnétique nucléaire, utilise la composante magnétique d'un rayonnement électromagnétique. Donc, la composante magnétique dans la gamme des radiofréquences, c'est tout le temps dans la gamme des radiofréquences. OK. Pour perturber et ainsi mesurer l'interaction entre les moments magnétiques de certains noyaux, donc c'est-à-dire des protons, et un champ magnétique statique intense. Donc, ça va créer des spins. On va voir ce que c'est. Donc, on va la relire une fois. La RMN, c'est la résonance magnétique nucléaire, utilise la composante magnétique d'un rayonnement électromagnétique dans la gamme des radiofréquences. Donc, c'est le champ magnétique qu'on va mettre pour les polariser, les protons, pour perturber et ainsi mesurer l'interaction entre les moments magnétiques de certains noyaux et un champ magnétique statique intense.
Donc, de base, il y a un champ magnétique statique intense. On va perturber ceci en mettant une composante magnétique d'un rayonnement électromagnétique, donc de la gamme des radiofréquences, pour mesurer l'intensité de l'interaction entre les moments magnétiques. J'ai une question. Donc, oui, Ici, oui, je t'écoute. lorsqu'on parle de spin ici, est-ce que c'est Oui, l'orientation oui, on parle de l'orientation ou de la rotation? de la rotation. Ah, ok, parce que lorsque j'avais fait ce cours, vraiment, j'étais trop perturbé du manque d'explication. Qu'il est dur. D'accord. Oui, il est assez dur. C'est pour ça qu'on le décortique aujourd'hui. Ben justement, on va parler du spin là. Parce que le spin, vous allez aussi le voir dans le pardon, dans le poly de Rebouillon là, le poly au début Le au poly début 1. de l'U1. Ouais. Donc alors en fait un spin, c'est un paramètre physique intrinsèque de toute particule isolée comme la charge électrique ou la masse. Bon, ça d'accord. Donc en fait c'est un paramètre quantique, donc c'est les physiciens qui l'ont inventé un peu, rendant compte du mouvement de rotation d'une particule sur elle-même. En fait, la molécule, elle va tourner tout le temps sur elle-même, le proton, il va tourner tout le temps sur elle-même, sur lui-même, et c'est ça le spin. Chaque nucléon non appareillé, proton ou neutron, possède un spin de 1,5. Donc en fait, quand on a un spin, lorsque le proton il est tout seul, son spin est égal à 1,5. Donc proton ou neutron, son spin est égal à 1,5. Là, on parle des protons parce qu'on est en ARMN. Donc son spin est égal à 1,5. Lorsqu'il est appareillé, son spin, il vaut 0. Donc c'est pour ça qu'on dit qu'un ensemble de particules élémentaires, donc lorsqu'on a un groupe de protons, donc par exemple on en a donc, il va être égal à 0. Et le seul qui reste, il va avoir un spin différent de 0 puisque il est tout seul en fait. Donc sur une des couches, il est non appareillé. Un noyau possédant un spin résultant I différent de 0 se comporte comme un petit aimant caractérisé par son moment magnétique mu. Et c'est en fait avec ces spins qui sont différents de 0 qu'on va pouvoir faire de la RMN. Puisqu'ils sont non appareillés, donc on va pouvoir les exciter et les mettre à un niveau d'énergie plus haut. Donc en fait, c'est le mouvement de rotation d'une particule sur elle-même que l'on appelle le spin. Voilà. Donc, hop. Donc en fait, en RMN, on a 3 étapes. On a donc, donc la RMN est marquée par 3 grandes étapes, la polarisation, l'excitation et la relaxation. Donc la polarisation, c'est un champ magnétique intense extérieur. Donc on a des protons dans un endroit, on va mettre un champ magnétique intense extérieur pour qu'ils regardent tous dans la même direction que ce champ magnétique. Donc ça, c'est la polarisation. Ensuite, on va les exciter avec l'aide d'une radiofréquence. Et enfin, on va les relaxer. C'est le retour à l'équilibre. Donc ça, c'est vraiment les 3 étapes importantes en RMN. Polarisation, excitation, relaxation, c'est à bien connaître. Donc le champ magnétique est Feynman. Donc placé dans un champ magnétique B0, donc je fais un retour en arrière juste. Hop. Le champ magnétique B0, c'est celui qu'on a vu au tout début. C'est celui-ci, B0. Donc placé dans un champ magnétique B0, le spin précesse autour de l'axe de B0 à une vitesse angulaire. Je sais plus, j'ai pas fait grec moi. Je sais plus trop ce que c'est celle-là. Epsilon, je crois que c'est epsilon 0 égale à mu B0. Donc en fait, on met un champ magnétique B0. Ces spins, ils vont tourner
bon, dans le même sens que donc les protons ils vont s'orienter dans le même sens que le champ magnétique et en fait ils vont précesser autour de l'axe du champ magnétique. Donc il y a un axe au milieu et en fait c'est comme s'il y avait des boules qui tournaient autour de cet axe sur lui-même à une vitesse angulaire avec une certaine vitesse. Cette formule il faut la connaître. La formule hop purée, bon bref. Cette formule il faut la connaître. D'un point de vue énergétique, le spin, objet quantique, ne peut occuper que certains états, au nombre de 2i plus 1. Le spin, c'est i, et il peut occuper que certains états au nombre de 2i plus 1. Donc, on va voir comment ça se fait. Donc, un spin de 1,5, donc le i est égal à 1,5, occupe 2 niveaux d'énergie sous l'effet d'un champ magnétique. Pourquoi ? Parce que 2 fois 1,5 plus 1, ça fait 2. Donc, 2 niveaux d'énergie sous l'effet d'un champ magnétique. Et l'effet Zeeman, c'est l'interaction entre le champ magnétique et le spin. On appelle l'effet Zeeman l'interaction entre le champ magnétique que l'on a mis et le spin, c'est-à-dire le mouvement de rotation des molécules. Donc, hop, attendez. Okay. Donc, la polarisation. Donc là, on peut voir. Là, il y a 2 niveaux d'énergie. C'est comme si on avait I qui est égal à 1,5. Puisque là, donc là, I est égal à 1,5. Donc, 2i plus 1, ça fait 2 niveaux d'énergie. Donc, on va les répartir sur les 2 niveaux d'énergie. Pour l'ensemble de spins, la polarisation provoque la répartition des spins sur les différents niveaux d'énergie. 2 niveaux pour I est égal à 1,5. Donc là, on sait que I est égal à 1,5. On calcule le nombre de niveaux. C'est égal à 2. Et donc, c'est pour ça qu'on les répartit sur les 2 niveaux. Un niveau d'énergie stable, celui qu'on a vu E1 tout à l'heure, et un niveau d'énergie excité E2. Donc certains sont sur l'état stable, légèrement plus nombreux en bas, d'autres sur l'état instable en haut. C'est cette différence qui permet d'obtenir un signal de RMN. Donc en fait, la RMN, elle est basée sur ça. Si on n'a pas de niveau d'énergie, donc ça ne peut pas marcher en fait. Et on ne peut pas avoir de RMN, puisque tout le principe de RMN est basé sur le fait qu'on ait plusieurs niveaux d'énergie et qu'on puisse mettre un proton d'un état stable à un état instable. Donc, avec une certaine énergie qui va permettre de les exciter. Donc alors, et juste, hop, je reviens. Mais pourquoi ? Je reviens sur ça. La répartition, elle est aléatoire. Voilà. La répartition est aléatoire et on a une levée de dégénérescence des niveaux d'énergie. Donc alors, polarisation, aspect macroscopique. Donc là, on est bien dans la polarisation. Après, on passera à l'excitation et après à la relaxation. Donc, polarisation, aspect macroscopique. Oui, il adore, le prof, il adore dire aspect quantique, aspect macroscopique et tout. Bon, au début, ne vous prenez pas trop la tête sur ça, mais après, il faudra bien faire la différence parce que dans les QCM, dans certaines écuries, ils adorent dire aspect macroscopique et donner la définition de l'aspect microscopique ou l'aspect quantique. Bon, c'est des pièges pourris, mais bon, voilà quoi, je préfère vous prévenir. Donc, polarisation à aspect macroscopique. D'un point de vue macroscopique, la somme vectorielle des moments magnétiques crée une alimentation résultante dans la direction et dans le sens de B0. Donc là, je vais vous expliquer. B0, c'est celui qu'on a mis, c'est le champ magnétique. On l'a mis en haut, donc, enfin de base en haut. Donc, tous les spins vont regarder en haut, enfin vont se polariser vers le haut et ils vont tourner autour de B0. Et en fait, la somme vectorielle des moments magnétiques des protons qui vont se diriger vers le haut. Donc, il y en a quand même qui restent vers le bas, mais il y en a beaucoup plus qui vont vers le haut, en fait, c'est ça qu'on vous dit. Et donc, la somme vectorielle, donc on a M alpha, c'est la résultante, c'est la somme vectorielle des protons qui se sont polarisés vers le haut. Et M bêta, c'est la
la somme vectorielle des protons qui sont restés vers le bas, on remarque que M alpha est beaucoup plus grand, son vecteur est beaucoup plus grand que M bêta. Et en fait, la résultante, donc la somme vectorielle de tout ça, eh ben, c'est M0. Et M0, elle est dans le même sens et dans la même direction que B0. Donc au final, on va dire que tous les protons vont se polariser dans le même sens que le champ magnétique B0. Puisque la résultante, comme on a plus de protons qui se polarisent dans le sens de B0 et dans la même direction, comparé au M bêta, on va dire que M0, c'est dans le même sens, dans la même direction que B0. Donc, ils ont presque tous se polariser dans le même sens que B0. Donc, excitation du système. Donc, on passe à l'excitation. Donc, on a fait la polarisation. Donc, la polarisation, c'est le fait de mettre un champ magnétique extérieur intense qui va permettre d'orienter tous les protons dans le même sens, dans la même direction que B0. Et donc, ils vont tourner. Donc, ça, c'est leur spin. Donc, l'excitation maintenant. Donc, une fois qu'ils sont tous mis dans une même direction, on va les exciter. Donc, l'équilibre physique produit par la polarisation va être perturbé. Donc, la polarisation, c'est un équilibre qui va être perturbé par l'application d'une onde de radiofréquence. D'un point de vue quantique, l'énergie apportée par l'onde de radiofréquence permet à un spin non apparié, donc qui se situe sur le niveau stable, de monter vers un autre niveau d'énergie plus instable et donc il va être excité. Donc, on appelle ça l'excitation du système. C'est bien avec une onde de radiofréquence. Donc, ça permet à un spin non appareillé présent sur un niveau stable de monter sur un autre niveau d'énergie qui est dit instable. Hop. Donc, l'aspect macroscopique. Une impulsion de radiofréquence possédant une fréquence égale à la fréquence de Larmor. Donc, en fait, la fréquence de Larmor, c'est la fréquence c'est E1 moins E2. Donc, en fait, c'est le niveau d'énergie instable moins le niveau d'énergie stable. Ça nous donne la fréquence de Larmor et c'est cette fréquence qu'on est obligé d'appliquer pour que le spin non appareillé puisse aller sur le niveau d'énergie instable. Donc, une impulsion de radiofréquence possédant une fréquence égale à la fréquence de Larmor et sa composante magnétique M0, donc ça c'est ce qu'on a vu, M0 qui est perpendiculaire au champ magnétique principal M1 permet de faire basculer l'aimantation longitudinale, on va tout décortiquer, longitudinale orientée par la polarisation suivant l'axe OZ, donc OZ, et ainsi créer une aimantation possédant une composante longitudinale et une composante transversale. Donc en fait, on va exciter le spin non appareillé avec une impulsion de radiofréquence possédant une fréquence égale à la fréquence de Larmor, donc ça c'est obligé. Et en fait, il a une composante magnétique M0 qui est perpendiculaire au champ magnétique principal B1. Donc, je ne sais pas si vous voyez, là on a B0, c'est le champ magnétique qu'on a mis donc, pour la polarisation. B1, c'est celui qu'on va utiliser pour faire l'excitation. Donc, sachant que M0, on a dit qu'il était dans le même sens que B0, il est perpendiculaire à B1. Donc, fréquence égale à la fréquence de Larmor plus une composante magnétique B1 qui est perpendiculaire à M0 qui est perpendiculaire à B1 permet de faire basculer l'aimantation longitudinale. Donc l'aimantation longitudinale, en fait, le spin il est orienté suivant l'axe OZ. L'axe OZ, c'est le même axe que B0, donc c'est de bas en haut, et ainsi créer une aimantation. Donc ça va créer deux sortes d'aimantation, une composante à la fois longitudinale et une composante transversale. Donc la composante longitudinale, c'est égal à MZ, ça tombe tout le temps ça. Ils adorent vous faire confondre la composante transversale et la composante longitudinale en échangeant le cos et le sin. Donc, une composante longitudinale, c'est MZ est égal à M0 cos alpha.
Et la composante transversale, c'est égal à mxy, qui est égal à m0 sin alpha. Donc en fait, l'excitation, on va mettre une fréquence avec une composante qui est B1, qui est perpendiculaire à M0 et donc perpendiculaire à B0, qui va permettre de faire basculer l'aimantation du spin longitudinal et ainsi créer une aimantation possédant à la fois une composante longitudinale et transversale pour qu'il puisse tourner et monter sur le niveau excité. Donc ça, c'est bien à connaître. Mz est égal à M0 cos alpha pour la composante longitudinale et une composante transversale, Mxy, qui est égale à M0 sin alpha. Donc d'un point de vue macroscopique, la relaxation, c'est quand on passe du niveau excité à un niveau stable, donc au niveau de base. Donc, Donc, une fois qu'il s'est excité, le spin, il est passé en haut et hop, il va redescendre. Donc, il va tourner encore une fois. Hop, juste. Donc, la relaxation, elle peut se faire à la fois de manière longitudinale ou transversale. On appelle la relaxation longitudinale spin réseau. Donc, le spin réseau qui dépend de l'environnement moléculaire. Donc, qui dépend de l'environnement moléculaire, c'est la relaxation longitudinale spin réseau. Il adore vous faire confondre aussi, la relaxation transversale dépend de l'environnement moléculaire. Donc, ça, c'est archi faux. C'est la relaxation longitudinale spin réseau. Tandis que la relaxation transversale, c'est la relaxation spin-spin, qui est une perte de cohérence des spins, structure compacte, avec de l'inhomogénéité. Donc là, par exemple, c'est chaque spin, on voit qu'ils vont tous, pendant la relaxation, se relaxer de manière différente. Donc on va avoir une perte de cohérence des spins. Et c'est ce qu'on appelle la relaxation transversale, donc une perte de cohérence des spins avec une structure compacte lorsque c'est inhomogène. Donc il faut bien faire la différence entre les deux relaxations longitudinales et transversales, spin réseau et spin-spin. Donc pour mesurer le signal RMN, on a des indications. On ne peut pas le faire pendant les 3 phases, donc c'est-à-dire polarisation. On ne peut pas faire n'importe quand pendant ces phases. Donc pas pendant la polarisation, pas pendant l'excitation, mais pendant la relaxation, donc à la fin, après que l'onde de radiofréquence ait été arrêtée. Donc une fois qu'on a arrêté l'onde de radiofréquence qui a permis de les exciter, donc on va passer à la relaxation. Donc la mesure du signal, c'est pendant la relaxation. C'est toujours dans le plan transverse OXY. Donc c'est-à-dire O, il est ici le O, XY. Donc c'est toujours dans ce plan. L'aimantation transversale crée dans la bobine, donc un courant électrique sinusoïdal de fréquence V0 qui s'atténue avec une constante de temps. Donc en fait, c'est comme si on mettait une bobine ici et elle allait mesurer le signal dans ce plan qui mesure un courant électrique sinusoïdal qui s'atténue avec une constante de temps. Donc ce signal, le signal que l'on mesure est appelé le signal de précession libre ou FID, Free Induction Delay, et c'est le signal de RMN de base. C'est important de savoir. Le signal que l'on mesure, c'est le signal de précession libre et c'est le signal de RMN de base. Donc ce signal électrique est ensuite amplifié. Donc comme ce signal est petit, donc on a besoin de faire des mesures dessus, donc il va être amplifié, puis numérisé par un convertisseur analogique digital. Bon, ok. Même bien échantillonné, ce signal numérisé donnant l'intensité du signal en fonction du temps reste difficilement interprétable. Donc, c'est pour ça que l'on va utiliser le transformé de Fourier. Donc, le signal que elle enregistre, c'est un signal donnant l'intensité du signal en fonction du temps.
mais l'intensité du signal en fonction du temps, il est très peu interprétable. Donc, à l'aide du transformé de Fourier, on va permettre de transformer en, du temps en un signal en fonction de la fréquence. Donc, on va passer d'un signal en fonction du temps, qui est le signal RMN de base, à un signal en fonction de la fréquence. Et là, on va avoir plusieurs pics qui vont nous permettre de l'interpréter. De l'IR, et vous allez avoir exactement le schéma. Là, il n'a pas été mis de diapo, mais vous allez avoir le schéma de se transformer pour que ça soit plus clair. Donc, Ça bug un peu, non? signal. Allô? Vous m'entendez ou pas? Ouais, là, oui, c'est bon. Oui. Ok. Donc, pour tenir le donc, pour la base de l'IRM, on a besoin de la localisation. Donc, on va utiliser des gradients de champ magnétique. Donc, on a vu que dans le RMN, on applique pareil pour le signal RMN, on va faire des gradients de ce champ d'intensité du champ. Donc, On recommence à bugger. on va recevoir une certaine... Allô? En fait, le truc, c'est que dès que tu parles, à un moment, ça coupe. Et pourtant, je suis en Wi-Fi. C'est bizarre. Bon, j'ai deux. Donc, pour le signal RMN, on a vu qu'on avait mis un champ magnétique B0 qui était identique à tous les protons. Pour le signal IRM, on va en fait faire varier l'intensité de ce champ magnétique B0. Donc, les spins, les protons vont recevoir un champ magnétique B0 différent en fonction de leur localisation. Et ce gradient, en fait, donc il va faire varier l'intensité de B0 et il est appliqué de manière linéaire. Donc les spins, ils vont précéder à des fréquences différentes suivant leur position. Donc, c'est ce que je vous ai dit. Donc, on a 3 types de gradients pour localiser. Donc, une fois qu'on a mis le champ magnétique B0 avec une certaine intensité et de manière linéaire, ils vont précéder avec des fréquences différentes en fonction de leur position. Et on a 3 types de gradients pour les de coupe, puisque c'est un peu en 3D en fait. Donc, on va avoir une sélection de coupe, un codage en fréquence et un codage en phase. On va voir ce que c'est plus tard. Donc, la pondération, l'image IRM. Donc, en fait, l'IRM, ça va nous permettre d'obtenir des images en fonction des différents... en fonction de la pondération, on va avoir plutôt une sélection en protons suivant le T2 ou une sélection de protons suivant le T1. Donc, hop, ça va nous donner ça en fait. La pondération suivant T1, on va avoir un TE court. Donc, T1, en fait, c'est TE court et TR long. Et une pondération sous forme T2, c'est TE long et TR long. Donc, T2, c'est tout long. T1, c'est tout court. Et une pondération en densité de protons, c'est un TE court et un TR long. Donc, en fait, je vais vous l'expliquer. Lorsqu'on a... attendez, juste... Ah oui, voilà. Donc, lorsque l'on a un TE qui est court, on n'a pas de sélection de protons suivant le T2. Bon, enfin, on dégrossit là. Hein. Après, ça va être beaucoup mieux... Dans le cours, c'est beaucoup mieux expliqué. Hein. Alors, donc, le TE court.
Donc le TE, ça correspond au temps d'écho. C'est le temps entre l'impulsion de 90 degrés et le recueil de l'écho de spin. Et le TR, ça correspond au temps écoulé entre deux impulsions de 90 degrés. Bon là, je regarde juste. Non, pour l'instant, c'est pas détaillé tout ça, donc je vous l'explique un petit peu, mais c'est juste pour avoir une première notion. Dans le cours, ça sera beaucoup plus détaillé et vous comprendrez mieux ce que c'est le TE et le TR, ainsi que le T2 et que le T1. Donc, Expliquer c'est quoi l'écho? comment? Tu pourrais expliquer c'est quoi l'écho? Le temps d'écho? Non, l'écho en fait, puisqu'à un moment il parlait d'écho dans le cours. Oui, c'est le temps d'écho, c'est le temps entre l'impulsion de 90 degrés et le recueil de l'écho de spin. Mais en fait, j'ai pas le. Ça correspond en fait à. Dans le signal RMN, quand on va faire les types de gradients, on va faire une sélection de coupes de codage en fréquence et de codage en phase. Et dans ces différents gradients, on va justement mesurer le temps d'écho. Donc, c'est le temps entre l'impulsion de 90 degrés et le recueil de l'écho de spin. Et le temps de répétition, le TR aussi va être calculé. C'est le temps d'écho entre les deux impulsions de 90 degrés. Mais vous avez eu les cours ou pas? Est-ce que Dan, Oui, il vous a donné le cours papier? oui, Parce que vous le lirez après le cours que je viens de vous faire et vous allez voir qu'il y a plein de détails par rapport à CTE et CTR qui sont importants à comprendre. Bon, sauf que là, il les a pas mis dans le diaporama, donc c'est compliqué. Je peux pas vous l'expliquer comme ça sans avoir le cours devant. Donc, on les reprendra si vous voulez. Vous m'enverrez des questions. Je vous expliquerai bien ce que c'est que le TE et que le TR. Donc, quand on parle de TE court, on n'a pas de sélection de protons suivant le T2. Quand on a un TE long, on a des sélections de protons suivant le T2. Seuls les protons qui ont un T2 long donnent un signal important. Le TR court, c'est une sélection de protons suivant le T1. Donc, seuls les protons qui ont un T1 court ont le temps de remontée suivant au Z et de participer au signal suivant, donnant un signal important sur l'image. Et le TR long, pas de sélection de protons suivant le T1. Donc, tous les spins, même ceux au T1 long, ont le temps de remonter suivant au Z et de reparticiper au signal suivant. Donc, en fait, tout ça, c'est pendant la relaxation. C'est pour ça qu'ils disent qu'ils ont le temps de remonter suivant l'axe au Z pour pouvoir reparticiper à la polarisation et ainsi reparticiper au signal suivant. Donc, en fait, le TR, c'est le temps de répétition. C'est le filtre de T1. Donc, TR, c'est pour le T1. Et c'est quand le TR, qui est court, qui permet d'avoir une sélection des protons suivant le T1. Le TR long, non, pas de sélection des protons suivant T1. Le TE, c'est le temps d'écho. C'est le filtre de T2. Donc, le T1, en fait, c'est le temps de la relaxation longitudinale, tandis que le T2, c'est le temps de relaxation transversale. Donc, la pondération de l'image, soit on pondère l'image de manière longitudinale avec le temps de relaxation longitudinale, et dans ce cas, ce sera le temps, donc le TR, le temps de répétition, qui est le filtre de T1, donc pour la relaxation longitudinale, et le T2, c'est le temps de relaxation transversale. Donc, lorsque l'on va mesurer de manière transversale, on va avoir un temps d'écho et c'est le filtre de T2. Donc ça, c'est à revoir. Enfin, je vous ai un peu expliqué. Après, je pense que dans le cours, ça sera mieux détaillé. Donc, vous allez voir le fil du cours. Enfin, vous trouverez plus de liens entre les éléments, en fait. Parce que là, c'est un peu saccadé, on va dire. Et détaché. Donc là, c'est ce que je vous ai dit. Pour le T1, on a dit que c'était on a dit que c'était quoi? On a dit que c'était le TR. Donc T1, c'est TR court. TE long, TE court, ça fait rien.
puisqu'on a dit que TE court, pas de sélection des protons en T2, donc c'était bon. C'est pour la pondération en T1. Et la pondération en T2, on a dit que c'était le TE long qui permettait de pondérer en T2. Donc, il nous faut un TR long aussi, puisque le TR court, ça correspond au T1. Et la densité de protons, c'est quand on a le TE qui est court, donc quand c'est pas pondéré en T2, et quand c'est pas pondéré en T1, donc on a le TR qui est long. Voilà. Donc, ça nous donne en fait des différences d'image. On peut voir que on voit la différence d'intensité entre les différentes images, et ça aussi, vous allez le voir dans le cours. On verra que, par exemple, en densité de protons, vous verrez plus les os du crâne qui sont marqués, et etc. pour la pondération en T1 et en T2. Donc là, il y a des QCM. Ça vous dit de les faire ou pas? On peut les faire ensemble si vous voulez. Vous me dites si vous n'avez pas compris, je vous explique. Donc, à propos de ce spectre, donc, on a un spectre de RMN avec le ppm, avec les 3 signaux. Et on est censé avoir le TMS quelque part. Bon, là, il n'y est pas, mais on fait comme s'il y était. Donc, à propos de ce spectre, laquelle ou lesquelles des propositions et ou sont exactes. Donc, 1, c'est ici, correspond à un proton blindé. Qu'est-ce qu'on a dit? On a dit que plus on augmentait dans les déplacements, plus le proton il était déblindé. Pourquoi? Parce que plus il est déblindé, ça veut dire qu'il n'a pas beaucoup d'électrons autour de lui. Donc, ça veut dire qu'il n'a pas cette barrière autour de lui qui peut recevoir le champ magnétique B0 de manière très intense. Donc, ça veut dire qu'il est déblindé, sa fréquence est élevée. Donc, la A, elle est fausse. B, 1 correspond à un proton déblindé, c'est vrai, puisqu'il a un haut déplacement chimique. Donc, petit c, 2 correspond à un groupement CH3. Donc, 2, on a un quadruplé. OK. Quadruplé, ça veut dire... Donc, quadruplé. Sauf qu'on a un triplé à côté. On a dit que les pics, c'était N plus 1 par rapport à l'atome voisin. Donc, en fait, on va commencer par le 3. 3, c'est un triplé. Ça veut dire que son atome voisin, il a 2. Ça veut dire que c'est N plus 1. Sauf que comme c'est un triplé, donc ça veut dire que c'est 2 plus 1. Donc, le 2, c'est un CH2, puisqu'il a 2 protons et que son atome voisin, il perçoit le proton de manière 2N plus 1, 2 plus 1, qui fait 3, donc un triplé, puisqu'il a 2 protons plus 1, ça fait 3, donc ça fait un triplé. Donc le 3, en fait, il correspond à un groupement CH2. Maintenant, on passe au petit 2. Petit 2, on voit que c'est un quadruplé. Mais en fait, ce quadruplé, c'est le relief de l'atome qui est à côté. Donc, on va trouver sa structure. C'est un quadruplé. Ça veut dire qu'il a 3 protons, puisque le signal nous donne le nombre de protons plus 1. Donc, 3 plus 1, ça fait un quadruplé. Donc, ça veut dire qu'on a un CH3, CH2 et un singulier. Donc, ça peut être OH, par exemple. Donc, on a bien dit qu'il était déblindé. Le 2 correspond à un groupement CH3. C'est faux, puisqu'il correspond à un groupement CH2, puisque là, c'est un triplé. Donc, il y a 2 protons à côté. Et le quadruplé, donc le 3, correspond à un groupement CH3, puisqu'on a dit que ça reflétait
et que, comme on avait un quadruplé et que c'était le nombre de protons plus 1, comme c'est un quadruplé, donc c'est 3 plus 1. Donc, le 3, c'est un CH3, CH2, OH. Donc, le 2 correspond à un groupement CH3, on a dit que c'était faux. Le 3 correspond à un groupement CH3, c'est vrai. Et le 3 correspond à un groupement CH3, c'est faux. Est-ce que vous avez compris? Oui. Oui. Ok, super. Donc, à propos du spectre de RMN, lequel ou lesquels des propositions suivantes et ou sont exactes? Le déplacement chimique reflète le décalage entre la fréquence de résonance des protons de la molécule étudiée et une fréquence de résonance prise pour référence. Ça, c'est vrai, c'est la définition du cours. La fréquence de résonance prise pour référence, c'est le tétraméthylsilane, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, c'est pour former le spectre. Donc ensuite, des protons sont équivalents s'ils sont portés par un atome ne comportant pas que des liaisons simples, c'est faux, c'est que sur des liaisons simples. Plus le déplacement chimique est faible, plus l'environnement du proton est chargé d'électrons qui font écran. Donc, plus le déplacement chimique est faible, on a dit que plus il était blindé, donc plus l'environnement du proton est chargé d'électrons qui font écran, c'est vrai. Un proton déblindé est lié à un atome faiblement électronégatif, c'est faux, c'est fortement électronégatif. La hauteur d'un signal est proportionnelle au nombre de protons, c'est vrai. Donc, c'était bien A, C, E. Donc, c'est que des liaisons simples et c'est fortement électronégatif. QCM3, à propos des propositions suivantes, lequel ou lesquels et où sont exacts. Un spin est un paramètre quantique rendant compte du mouvement de la rotation d'une particule sur elle-même, c'est vrai. Placé dans un champ magnétique intense B0, donc c'est celui de la polarisation, les spins des noyaux d'hydrogène s'orientent dans la même direction et dans le même sens que B0. C'est vrai, c'est ce qu'on a dit. On met un champ magnétique B0 dans un certain sens et une certaine direction. Les noyaux d'hydrogène vont s'orienter dans ce même sens et dans la même direction que B0. L'excitation est produite au moyen d'une onde électromagnétique dans le domaine des radiofréquences. C'est vrai, tout le temps radiofréquence pour l'excitation. L'énergie émise lors de la relaxation est la source du signal RMN. Donc ça, c'est vrai. C'est lors de la relaxation que l'on mesure le signal RMN. Et la mesure du signal se fait toujours dans le plan transverse. On a dit que c'était le plan OXY, c'est le plan transverse, donc c'est vrai. Donc c'était banco. Donc voilà, on a fini le cours. J'espère que que vous avez assez compris ce que je vous ai raconté pendant une heure, ce que je vous ai expliqué. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Après, Dan m'avait envoyé un autre fichier. Donc on va juste la fiche, donc à retenir en fait. Si vous voulez, on la regarde ensemble. En fait, ça reprend exactement ce que je viens de vous expliquer avec les 3 QCM qu'on vient de faire. Je ne sais pas si vous l'avez eu, mais c'est exactement pareil en fait. Mais sous forme de fiche à retenir. Donc ça, c'est ce qu'on a vu. Un pic, un signal d'ensemble, courbe d'intégration. Ça, je vais vous la laisser. C'est exactement en fait ce qu'on a vu. Donc, je vous la laisse. Je pense qu'il vous l'a donné, non? Non. Ah, il vous l'a pas donné? Je lui enverrai un message comme ça, je lui dis qu'il vous la transfère. Mais c'est exactement le diaporama que je vous ai projeté en fait. Donc voilà, j'espère que ça a été clair et que vous avez assez compris ce cours qui n'est pas du tout évident, je vous l'assure. Et je pense que c'est bien d'aller en cours quand il va passer à la fac en fait, parce que le prof, il peut donner d'autres explications, ça vous fera une relecture si vous le faites avant aussi. Donc ça peut être bien d'aller en cours pour ce cours et sachant que le prof, il explique quand même bien.
Parce que comme c'est pas évident, des explications toujours en plus, ça peut être utile, quoi. Voilà, voilà. Pas de questions? Juste une petite question aussi. Enfin, c'est pas vraiment une question, mais est-ce que tout ce qui est T1 et T2 par rapport aux, enfin, les détails qu'il y a dans le cours, c'est à savoir aussi les méthodes, parce qu'il y a plein Oui. de détails par rapport au, Oui, la, oui, il faut. Ça, par rapport à la pondération de T1 et T2, oui, voilà. oui, il va falloir les connaître. Ok. Ouais, ouais. Après, il y a des techniques pour les retenir et tout, mais pour l'instant, je vous ai juste expliqué de manière très vague ce que c'était. Dans le cours, il y a plus de liens entre les choses et vous allez mieux comprendre et vous verrez que c'est pas si évident au final. Une fois que vous avez, enfin, c'est pas aussi dur que ça en a l'air parce qu'une fois que vous avez compris, c'est bon en fait. Il faut juste arriver à comprendre ce Ok, qu'il vous merci. raconte. Voilà. Bon, je vais dire à Dan qu'on a fini. Il est parti. Bon, je vais lui envoyer un message. En tout cas, merci de m'avoir écouté. J'espère que ça vous a été utile. Et peut-être à bientôt dans une prochaine, soit écurie, soit un prochain cours. Voilà, bon courage en tout cas. Au Merci beaucoup. revoir. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir.